Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous ce soir pour l'édition des Jeudis de la Fondation. Nous sommes très contents de vous avoir. Et puis surtout aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir le docteur Moukébert. Donc le docteur Moukébert est un docteur en sciences cognitives. C'est également un psychologue clinicien. C'est un spécialiste en phobie sociale. C'est également un spécialiste en troubles du comportement. Il enseigne à l'Université de Paris 8 et il est également le fondateur du collectif Chiasma, qui est, j'espère que vous ferez, un regroupement de chercheurs qui travaillent sur la façon dont nous formons nos opinions. Donc, le docteur Moukébert, et je pensais que j'avais avec moi, est également l'auteur du livre qui n'est pas avec moi, qui est ici. Merci. Votre cerveau vous joue des tours, voilà. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille, voilà, parce qu'il est très riche en enseignements, il est aussi extrêmement abordable. Donc, dans ce livre, en fait, le docteur Moukébert nous apprend comment notre cerveau crée notre réalité. Dans un premier temps, par rapport à nous, à l'individu. Et là, il introduit des notions telles que notamment l'illusion de connaissance, le biais de confirmation ou bien la dissonance cognitive. Et puis ensuite, il nous apprend comment notre cerveau réagit lorsque nous nous trouvons en société ou dans un groupe. Et puis ensuite, suite à l'abondance d'informations que nous recevons tous les jours, notamment grâce à l'Internet, nous avons du mal à faire le tri et nous parlons beaucoup de fake news. Nous ne savons pas quelles sont les vraies news et quelles sont les fausses news. Et donc, le docteur Moukébert nous donne quelques clés pour nous apprendre à prendre un petit peu de recul, à avoir un esprit plus critique et à prendre des décisions basées moins sur une réaction primaire, mais plus sur quelque chose de peut-être un petit peu plus réfléchi. Voilà. En tout cas, dans son livre, qui est très très riche, et ce qu'il va vous présenter aujourd'hui, le docteur Moukébert nous apprend aussi une chose que moi je trouve essentielle, qui est qu'il nous apprend à mieux connaître notre cerveau, à mieux comprendre comment nous fonctionnons et à mieux comprendre comment nous prenons ces décisions, à être mieux nous-mêmes et être mieux également avec les autres. Voilà. Je vous remercie. Donc bonjour, merci déjà pour l'invitation, merci de m'accueillir. Donc effectivement, je travaille sur en ce moment, sur quoi on va parler aujourd'hui, c'est sur comment on acquiert de la connaissance. En gros, comment est-ce que chacun de nous apprend des choses. Moi, en tant que psychologue clinicien, je travaille sur comment on acquiert de la connaissance sur soi-même, donc mon estime de moi, mes relations avec les autres, si les autres m'aiment ou pas, etc. Et avec Chiasma, je travaille plus sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance sur le monde. Notre famille, notre emploi, la société, la politique, les nouvelles, etc. Et aujourd'hui, on est là un peu pour parler de... Donc, la présentation est divisée un peu en deux parties. La première partie, c'est les mécanismes généraux qui sont pertinents à notre interaction avec le monde. Et la deuxième partie, c'est quels sont parmi ces facteurs les choses qui touchent aux fake news. On va commencer par une partie plus générale, et même cette partie plus générale avec une introduction qui est vraiment comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on parle de science, on pense que la science est quelque chose de très vieux. On a une méthode d'acquisition de la connaissance qui s'appelle la méthode scientifique depuis très longtemps, mais la méthode scientifique, c'est quelque chose d'assez récent, vers le 19e siècle, début du 20e siècle. Avant, on utilisait des méthodes assez crues pour apprendre. Par exemple, on se demandait est-ce que quelque chose marche ou pas, et si ça marche, on se dit c'est super, et si ça marche pas, on se dit bah dommage, sans se demander comment est-ce que ça marche. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais pendant des millénaires, pas pendant 100 ans, pas pendant 200 ans, pendant des millénaires, et ça se pratique encore aujourd'hui, est-ce que vous savez quelle était la première ligne de défense si vous tombez malade? Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un tombe malade? Si on est en l'an 520, une saignée. La saignée est basée sur cette, aussi des sensus. Les deux sont basés un peu sur ce même concept, qu'on appelle ça des explications intuitives. C'est des explications qui d'apparence ont l'air logiques. Donc si moi je suis malade, et je ne sais pas que les bactéries, les microbes et tout ça, ça existe, je suis malade, donc ça veut dire que j'ai une maladie dans mon corps. La meilleure façon pour ne plus l'avoir, c'est de la sortir. Donc quand vous étiez malade, on vous coupait, on vous saignait un peu, et puis on recoupait. Et on attendait que vous alliez mieux. Et si vous n'allez pas mieux, qu'est-ce qu'on faisait? On recommence. Et si vous n'allez pas mieux, on recommence. Et si vous n'allez pas mieux, on recommence. Si vous n'allez pas mieux, on recommence. Et si vous mourrez, on disait bah, la maladie était trop forte. Et si, par chance, par exemple, si moi j'ai une grippe,
Je vais voir le médecin, je suis en 720, il me saigne. Dans 5 jours, j'irai mieux. Et le médecin va se dire, bah, merci de la saigner. Et c'est comme ça qu'on a continué à pratiquer la saignée, qui clairement n'a pas vraiment d'effet bénéfique sur la santé depuis qu'on sait comment fonctionne le système immunitaire, pendant des millénaires. Et ça, ce fonctionnement, c'est quelque chose qui nous a suivis pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on commence à se demander comment est-ce que les choses marchent. En gros, on a commencé à se demander quel est le cadre théorique. Le cadre théorique, c'est un concept qu'on a développé en science qui demande pas seulement d'avoir des résultats, mais de se demander comment ça marche pour éviter de tomber dans des pièges comme ça. Par exemple, ça c'est un peu la même chose que la saignée, mais c'est avec des statistiques. Donc ça, c'est des corrélations. En noir, vous avez le nombre de films dans lesquels est apparu l'acteur américain Nicolas Cage. Et en rouge, vous avez le nombre de personnes qui sont mortes noyées dans des piscines. Il n'y a absolument aucun lien entre ces deux facteurs. Mais si on les met comme ça a l'air d'être cohérent. Parce qu'on ne se demande pas comment ça marche. Donc ça, c'est une corrélation à 66%. Ça, c'est une corrélation à 99%. Donc on se dit évidemment que ces deux facteurs sont liés. Mais en fait, pas du tout. En noir, c'est le nombre de suicides. Et en rouge, c'est la dépense du gouvernement américain sur la science et la technologie. Ces deux graphes viennent d'un site qui s'appelle, d'un chercheur qui s'appelle Tyler Beigen. Et Tyler s'amuse à télécharger des banques de données publiques et à trouver des corrélations entre des choses qui n'ont aucun sens pour montrer combien c'est dangereux de croire les choses juste parce qu'elles marchent ou pas. D'ailleurs, donc ces deux graphes sont issus de ce site. Ce graphique est issu du New York Times, donc grand journal très réputé. Et vous avez en rose les ventes de glace et en noir les cas de polio. Et cette histoire est une histoire vraie. Elle a fait en sorte que le gouvernement de l'époque a fait un rappel des glaces pour les tester, pour voir si elles étaient avariées ou s'il y avait un problème avec. Et en fait, il n'y avait rien. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez une idée d'un cas théorique qui peut expliquer ces courbes? Les deux autres courbes que vous avez vues, il n'y a pas de cas théorique, il n'y a aucun lien entre eux. Mais ici, il y a un lien. Et c'est intéressant d'apprendre à développer cette habitude, de se demander comment est-ce que ça marche. Quelqu'un a une idée en quel est le lien qui peut expliquer ces deux courbes? La chaleur. Donc la chaleur, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là un facteur confondant. C'est que la chaleur, quand il fait plus chaud, on achète plus de glace. Quand il fait plus chaud, la polio se contracte plus vite. Il n'y a aucun lien entre glace et polio. Mais si on ne voit pas le facteur chaleur, on ne se demande pas comment ça marche. On va croire que la chaleur, les glaces sont en train de causer la polio ou que la polio pousse les gens à manger plus de glace. Ça marche dans les deux sens. Et ces cas théoriques, c'est très important de les questionner pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est une phrase qui est très connue, mais dont on ne prend pas conscience de la portée tout le temps, c'est que la carte n'est pas le territoire. La carte, c'est la représentation mentale construite du monde, et le territoire, c'est le monde réel. Et on n'a jamais accès au monde réel. On a juste accès à des représentations du monde réel. Par exemple, je vous regarde, je ne vous vois pas avec mes yeux. Je ne vous entends pas avec mes oreilles. Je vous vois avec mon cerveau. Mes yeux sont juste un capteur qui transforme des photons de lumière qui sont en train de rebondir sur chacun d'entre vous, qui touche ma rétine, c'est transformé dans un signal électrique, et ce signal électrique a été recréé après dans mon cerveau. Même chose pour mon tympan, pour mon oreille, pour mes doigts. On a 7 ou 8 sens, on n'a pas juste 5, et c'est pas les 6e et 7e sens mystiques, on a aussi un sens de la position de notre corps dans l'espace, on a un sens pour la chaleur, on a des capteurs qui peuvent me dire j'ai chaud, j'ai froid, on a la nocioception qui sont les sens de la douleur, j'ai des capteurs qui me disent j'ai mal, j'ai pas mal. Tout ça, c'est des sens qui me permettent de reconstruire le territoire réel. Mais j'ai jamais accès au territoire. Et dans ce jeu de reconstruction du réel, plusieurs choses peuvent se passer. Et je peux recréer un réel d'une manière plus ou moins exacte. Par exemple, certains modèles théoriques sont devenus tellement bons qu'on a une carte qui est très très fidèle au territoire. Par exemple, les modèles théoriques pour le déplacement des objets dans l'espace, en physique, sont tellement précis qu'on peut construire une fusée et envoyer un satellite et le mettre sous orbite ou en orbite, un endroit spécifique dans l'espace d'une manière assez régulière. Il y a une boîte maintenant qui s'appelle SpaceX, qui est américaine, qui est capable d'envoyer une fusée, déposer un satellite, et puis la fusée revient et atterrit sur Terre, il la réutilise. Il réutilise la même fusée, tellement les modèles théoriques sont précis. Et dans d'autres cas, nos modèles théoriques ne sont pas très bons. Par exemple, en psychologie, ma discipline, on n'a pas encore assez de modèles théoriques pour expliquer beaucoup de choses sur le développement de l'appareil psychique humain. C'est pour ça que vous pouvez aller chez un psychologue lundi, un autre mercredi, un troisième vendredi, et des fois avoir des avis divergents. C'est pas parce que les gens ne savent pas ou parce qu'ils sont incompétents, c'est en tant qu'espèce, on n'a pas encore résolu le problème. On ne sait pas encore à 100% quelle carte utiliser pour le territoire qui est
l'appareil psychique humain. Et donc c'est important de penser à la relativité de l'erreur. Les choses ne sont pas fausses ou vraies, mais elles sont relatives. On a tendance à croire que quelque chose, est-ce que tu mens ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est rarement comme ça. Quelque chose peut être vrai à 30%, à 40%, peut être faux à 20%, 70%. Et nos opinions, c'est la même chose. Et notre connaissance, c'est la même chose. Et nos cas théoriques, c'est la même chose. En physique, nos cas théoriques sont moins fausses qu'en psychologie. Et tout ce dont je vous parle jusqu'à maintenant, c'est des cas théoriques qu'on appelle explicites, des formules mathématiques, etc. Mais d'un point de vue personnel, on est tous tout le temps en train de créer des cas théoriques, mais des cas théoriques qu'on appelle implicites, c'est-à-dire on ne peut pas les écrire en formule. Par exemple, maintenant, vos cerveaux sont en train de créer des cas théoriques sur moi. Comment est-ce que moi je fonctionne? Les idées que vous êtes en train de vous faire, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ce que je dis? Est-ce que vous trouvez que vous me comprenez bien? Est-ce que je m'exprime bien ou pas? Vous êtes en train de créer des cas théoriques sur votre évaluation de moi. Vous avez des cas théoriques sur vous-même. Par exemple, je sais pas, imaginez que moi je suis quelqu'un de jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis jaloux? C'est une guérie de lecture de la réalité. J'appelle ma copine ne répond pas. Mon cerveau jaloux interprète ce signal en se disant « elle me trompe ». C'est juste ça ce que ça veut dire. C'est des grilles de lecture du réel, des modèles théoriques qu'on crée tous et qui sont tout le temps imparfaits. Ils sont imparfaits pour trois raisons principales. La première, c'est que notre attention est très limitée. Je ne peux pas faire attention à tout. Il suffit de parler avec quelqu'un qui regarde son téléphone portable pour voir combien on ne peut pas faire attention à deux choses en même temps. Notre perception est partielle. Est-ce que la société peut créer des cadres? Oui, on va y arriver, mais la culture, c'est un cadre, par exemple, c'est un cadre théorique par définition. Notre perception est très partielle, on ne peut pas tout voir tout le temps, et le monde est très complexe. On va gérer plein de choses. Donc on se retrouve tout le temps dans un monde incertain, à décider à partir d'informations incomplètes. Pour vous montrer combien notre attention est limitée, est-ce que quelqu'un dans la salle peut trouver Charlie? Si on avait des ressources attentionnelles parfaites, ça devrait prendre moins d'une fraction de seconde. La preuve, je vais vous montrer un de mes robots préférés. Donc ça, c'est un robot, des chercheurs se sont amusés à apprendre, à utiliser le machine learning, à apprendre à une machine à trouver Charlie. Donc ils ont montré à une machine plein de photos de Charlie pour qu'il puisse le reconnaître un peu partout. Et donc, le modèle s'entraîne. La machine a des ressources attentionnelles beaucoup plus importantes que notre cerveau. Et donc, on lui donne une main. Et après, dès qu'on lui montre une page, il analyse instantanément tous les visages. Et c'est le cas des Charlie. Instantanément. Et nous, on ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas capable de faire ça parce qu'on a des ressources attentionnelles limitées. Les limites de notre corps, on peut les voir. Si je vous dis, un instant, je vais porter ce bureau et le mettre en bas, vous allez rigoler parce que vous savez que c'est pas possible. Mais on pense que notre psychologie n'a pas de limite. Que tout ce qu'on croit est pertinent, que tout ce qu'on se dit, que tout ce qu'on ressent est tout le temps précis. Mais on est tout le temps en train de travailler avec beaucoup d'incertitudes, avec des informations très incomplètes. Et donc aujourd'hui, on va voir quelques notions dans ces mécanismes de reconstruction du monde, dans ces acquisitions de connaissances, ces créations de ces modèles théoriques implicites. On va commencer par notre perception, on passera après à notre interprétation, et on finira par les fake news, donc la communication et un peu l'environnement. Donc pour notre perception, on va commencer par ça. Je veux que vous regardiez cette animation, cette lanceuse, et je veux que les personnes qui la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre lèvent la main. Les personnes qui la voient tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, déjà, on a un premier problème. C'est qu'on est tous en train de regarder la même chose, et vous n'êtes pas en train de voir la même chose. Alors qu'a priori, quand on regarde quelque chose, il faut qu'on voit tous la même chose. Donc je vais commencer par mettre tout le monde d'accord. Si vous regardez quelques secondes à gauche puis au centre, la danseuse du centre commence à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, indépendamment de ce que vous étiez en train de voir avant. Il suffit juste de porter votre regard quelques fractions de secondes, et vous allez voir que la danseuse du centre se calque sur la danseuse à votre droite. Si je fais le contraire, regardez quelques secondes à gauche et puis au centre, et la danseuse du centre commence à se calquer à la danseuse à gauche. Et pour vous prouver que je ne trafique rien, je vais vous faire un peu la totale. Si vous regardez à droite et puis au centre, elle tombe dans un sens, à gauche puis au centre, elle tombe dans un autre, vous pouvez la faire changer de sens quand vous voulez, comme vous voulez. Et donc, à n'importe quel moment, deux personnes peuvent être en train de regarder la danseuse du centre et pas en train de voir la même chose. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez une idée d'un modèle théorique qui peut expliquer ça? Pourquoi est-ce que la danseuse du centre, on peut la voir de deux manières, alors que les danseuses à gauche et à droite, c'est impossible de les voir de deux manières? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce que ce truc marche et pourquoi est-ce que c'est comme ça? En fonction de quel cerveau fonctionne,
Alors, je suis très content que vous ayez donné cet exemple pour corriger une sorte de mythe. On n'a pas de cerveau gauche et cerveau droit. C'est un mythe on verra tout à l'heure pourquoi ça serait pas un bon fonctionnement qu'on ait toutes nos ressources d'un côté ou de l'autre. Non, on peut le regarder de la même manière. C'est que ce qu'on voit, c'est basé sur des expériences précédentes, et quand on regarde la personne qui tombe dans un sens, Ouais. et ben après, en la regardant. Alors ça, c'est la raison qui explique pourquoi est-ce qu'on peut voir ce qu'on voit. Mais pourquoi est-ce que cette danseuse, c'est déjà possible de la voir de deux manières? Il y a aussi le graphisme. Oui, le graphisme. Alors, c'est pas la projection. En fait, je vais vous donner la réponse. Cette danseuse a des informations manquantes. Sur cette danseuse, on n'a pas d'informations de profondeur. Notre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière. Ici, vous pouvez voir le trait rouge passer derrière, puis devant, puis derrière, donc ça donne un sens à la rotation. Et ici, vous pouvez voir le trait bleu passer devant ou derrière, ça donne un sens. Ici, on a une information manquante. Notre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe est en train de passer devant ou derrière, quand est-ce que le bras est en train de passer devant ou derrière. Et donc, c'est ce qu'on appelle un stimuli ambigu. Il est ambigu parce qu'on peut réduire l'ambiguïté de deux manières, qui sont maintenant à gauche et à droite. Et effectivement, ce qui se passe, c'est exactement ce que vous avez dit. Si on regarde quelques secondes, on forme ce qu'on appelle un a priori visuel, et on va réduire l'ambiguïté basée sur cet a priori. Et si on regarde quelques secondes ici, on va former un autre a priori visuel, on va réduire l'ambiguïté basée sur cet a priori. Les informations incomplètes, notre cerveau va les compléter, basées sur nos a priori. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est une illusion d'optique. La réalité, il n'y a pas d'ambiguïté dans la réalité. Je vous regarde, vous avez des lunettes, je regarde le t-shirt, je vous regarde, il y a des chaises, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça, c'est ce qu'on appelle un stimuli ambigu bistable. Bistable parce qu'il y a deux versions. La réalité est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable. La réalité est beaucoup plus ambiguë que ça. Par exemple, pour moi, maintenant, vous êtes un stimuli ambigu. Quelles sont les informations qui manquent? Ce que vous pensez, exactement. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Moi, j'ai fait ma thèse sur la phobie sociale, c'est la peur de parler en public. Si j'étais phobique sociale, vous êtes un stimuli ambigu, je vous regarde et je me dis, je vois dans ses yeux qu'il est en train de se dire que ce que je dis est bête, que tout le monde est en train de s'ennuyer, ils sont assis, les bras croisés en train de regarder. C'est sûr qu'ils sont en train de vraiment se dire pourquoi est-ce qu'on est venu. Je vais probablement avoir le cœur qui commence à battre fort, ou le ventre commence à chier, ma respiration s'accélère, je commence à perdre mes mots. Et ça devient une sorte de cercle vicieux. Inversement, si moi je suis quelqu'un qui se prend vraiment pour le génie du siècle, vous ne changez pas du tout, vous êtes encore en train de me regarder de la même manière, mais là je me dis, je vois dans leurs yeux qu'ils sont épatés par l'intelligence qui semble bouffer la lumière qui émane de mon corps. Et entre ces deux extrêmes, où je me dis que vous êtes en train de vous ennuyer ou vous êtes épaté par mon intelligence, il y a toutes les variations possibles et imaginables. Et ça, cette ambiguïté d'accès à l'intention de l'autre, à sa pensée, c'est l'ambiguïté niveau zéro. Mais après, il y a l'ambiguïté des nouvelles qu'on lit, des statistiques auxquelles on fait face, des recherches qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est important de comprendre comment est-ce que cette réduction de l'ambiguïté nous impacte dans notre vie quotidienne. Parce que je peux, moi, donc être stressé ou pas basé sur vous du tout, mais basé sur mes a priori. Qu'est-ce que moi je pense sur moi-même? Donc, on peut dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes, surtout dans des situations ambiguës, en sachant que les situations ambiguës sont beaucoup plus présentes que ce qu'on croit. Donc, déjà même à un niveau perceptif, on est en train de mettre de soi dans le monde pour le stabiliser dans son ambiguïté. Une fois qu'on a stabilisé le monde, donc une fois qu'on l'a perçu, dans le monde physique, une action cause une conséquence, dans notre cerveau, une action passe par un filtre, nos interprétations, et selon ce qu'on se raconte, ça peut avoir des conséquences très différentes. Donc il y a nos a priori, ça c'est pas vraiment, on ne se raconte pas, le monde est ambigu, je le perçois, je le stabilise, et après j'ai besoin de lui donner un sens. Quand lui donner un sens, notre cerveau va faire quelque chose d'assez simple, il va nous raconter des histoires. Et quand je dis notre cerveau nous raconte des histoires, c'est vraiment au sens littéral, c'est pas au sens figuré. Notre cerveau a une sorte de structure qui s'amuse à nous raconter des histoires. Pour comprendre cette expérience, j'ai besoin de vous expliquer trois choses sur le cerveau. Non, c'est assez simple. Vous avez juste besoin de connaître quelques informations sur le cerveau. Je vais dessiner en grand. Disons que ça, c'est une tête qu'on voit d'en haut. Et donc, ça, c'est le cerveau. Il fait très bien la respiration. On a deux yeux. Je dessine pas très bien. On a deux hémisphères.
Et il y a 3 choses que vous devez savoir sur le cerveau pour comprendre cette expérience. La première, c'est que le signal de l'œil gauche est traité dans l'hémisphère droit. Le signal de l'œil droit est traité dans l'hémisphère gauche. Ça, c'est 1. 2, on n'a pas de cerveau gauche créatif et de cerveau droit analytique, etc. La majorité de nos fonctions sont bilatérales, mais certaines fonctions sont latéralisées. Il y a certaines fonctions qui sont seulement dans certains hémisphères, c'est là que vient un peu le mythe. Et une de ces fonctions, c'est le langage. Le langage est quelque chose de latéralisé. Il peut être latéralisé à gauche, il peut être latéralisé à droite. Pour les patients qu'on va voir ici, leur centre de langage est latéralisé à la gauche. Mais il y a des personnes qui ont le langage qui est latéralisé à droite. Donc le langage est juste dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit ne peut pas parler. Et à l'époque de ces expériences, c'est par un chercheur qui s'appelle Gazzaniga. À l'époque, le modèle théorique pour l'épilepsie n'était pas très bon. On ne savait pas vraiment trop quoi faire quand quelqu'un était épileptique. Et du coup, on faisait une opération chirurgicale où nos 2 hémisphères sont liés par une structure qu'on appelle le corps calleux. Et chez ces patients, on leur coupait le corps calleux. On séparait l'hémisphère gauche de l'hémisphère droit. Donc leur cerveau gauche et leur cerveau droit ne peuvent plus parler. Il n'y a plus de communication possible dans les 2 hémisphères. On appelle ces patients callosotomisés ou en anglais split brain. Ils ont le cerveau coupé en 2. Et ce qui est impressionnant, qui montre combien notre cerveau est redondant et que la majorité de nos fonctions sont bilatérales, c'est que les patients qui sont split brain, ils fonctionnent relativement normalement. Parce que si moi je suis épileptique, on me dit pour soigner ton épilepsie, je vais te couper le cerveau en 2, je vais dire non merci. Donc, ils fonctionnent relativement normalement. Par contre, ce cas de figure nous permet de faire quelque chose d'assez impressionnant, en tout cas je trouve. C'est que si on montre une photo à l'œil gauche, il y a juste l'hémisphère droit qui la voit. Si on montre une photo à l'œil droit, il y a juste l'hémisphère gauche qui la voit. Et c'est un peu ça ce que Gazzaniga va faire. Il va faire 2 expériences. Je vais vous montrer la première ici, la deuxième on la verra sur le projecteur. Donc la première, c'est très simple. Il va montrer une photo à l'œil droit, par exemple la photo d'un arbre. Il va demander au patient qu'est-ce que tu vois. La question qu'est-ce que tu vois est traitée par l'hémisphère qui a le langage, l'hémisphère gauche a vu l'arbre, et le patient va dire je vois un arbre. Il dit est-ce que tu peux dessiner ce que tu vois, et le patient dessine un arbre. Ce qui est intéressant, c'est quand on va montrer une photo par exemple d'une maison, à l'œil gauche, on demande au patient qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Parce que son cerveau, son hémisphère gauche, c'est lui qui s'occupe du langage, il voit rien. Donc qu'est-ce que tu vois? Rien. Est-ce que tu peux dessiner ce que tu vois? Il dessine normalement, parce que le dessin, c'est une tâche motrice, les fonctions sont bilatérales, les 2 hémisphères peuvent dessiner, les 2 hémisphères peuvent contrôler le corps. Donc le patient, qu'est-ce que tu vois? Bien. Est-ce que tu peux dessiner ce que je vois? Il dessine ce qu'il voit. Ça, c'est la première étape, qui était déjà assez impressionnant pour Gazzaniga, qui est genre, il dessine quelque chose sans savoir qu'il le voit. Du coup, il a voulu voir qu'est-ce qu'on fait si on prend des décisions sans savoir pourquoi on prend notre décision, sans avoir accès à l'intention de notre décision. Et donc, dans le deuxième cas de figure, il va faire ça. Peut-être ici, là. Je n'ai pas relancé les diapos. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au patient, il va lui montrer à nouveau 2 images, mais au lieu de lui demander qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu peux le dessiner, il va demander de choisir dans une liste de photos l'image associée. On va commencer par l'œil droit, donc l'hémisphère gauche, c'est lui qui peut parler parce que c'est plus simple. Donc il montre à l'œil droit un pied de poule. Est-ce que tu peux choisir l'image associée? Le patient pointe du doigt la poule. Gazzaniga lui demande pourquoi est-ce que tu as choisi la poule? Le patient répond parce que j'ai vu le pied de poule. Parce que l'hémisphère gauche peut communiquer. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait la même expérience avec l'œil gauche. Avec l'œil gauche, donc l'hémisphère droit, celui qui ne peut pas parler, on montre une maison enneigée. Est-ce que tu peux choisir l'image qui est associée? Le patient choisit la pelle à neige, ce qui est la bonne réponse, et ça c'est normal, c'est une tâche motrice, donc l'hémisphère droit peut la faire sans problème. Mais après, Gazzaniga va lui demander pourquoi est-ce que tu as choisi la pelle à neige? Et ma question pour vous, c'est qu'est-ce qu'il va répondre? Pourquoi est-ce que tu as choisi la pelle à neige? C'est une question verbale, donc elle est traitée par l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche n'a jamais vu la maison enneigée. Qu'est-ce qu'il va répondre? Gazzaniga s'est dit que le patient va répondre je ne sais pas, mais c'est là où il a découvert qu'on a une structure dans notre cerveau qui s'appelle l'interprète, dont le rôle c'est d'inventer des histoires pour justifier le choix. Et donc le patient va dire j'ai choisi la pelle à neige pour nettoyer le poulailler. Il va s'inventer une histoire pour conserver une cohérence entre ses choix et ses motivations. On a souvent tendance à croire qu'on réfléchit puis on décide. Mais souvent on décide, une fois qu'on a décidé, on s'invente une histoire pour justifier notre décision, pour justifier notre action. Gazzaniga a fait ça avec plein de cas. Par exemple, il va montrer à l'œil gauche
donc l'hémisphère droit, un pictogramme qui dit va ouvrir la porte. Le patient va aller ouvrir la porte. Quand il arrive à la porte, Gazzaniga l'interpelle, lui dit pourquoi tu es en train d'ouvrir la porte? Gazzaniga sait, c'est lui qui lui a dit. Sauf que pourquoi est-ce que tu es en train d'ouvrir la porte? C'est l'hémisphère gauche n'a pas vu le pictogramme. Qu'est-ce que le patient va dire? Parce que j'ai chaud, j'attends quelqu'un, j'ai envie d'aller fumer une clope, j'ai envie de m'aérer. Il va inventer une histoire, alors que nous, on sait c'est quoi la motivation. Et c'est quelque chose d'assez commun dans plein de maladies neurodégénératives. Par exemple, les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, quand l'amnésie commence à devenir assez importante, elles confabulent. Elles inventent des histoires pour conserver cette cohérence. Et même nous, chez les sujets sains, on confabule, on appelle ça pas ça de la confabulation parce que c'est un terme neurologique, mais on a un conteur d'histoire qui est tout le temps en train de nous raconter des histoires sur comment fonctionne le monde. Un de mes hobbies, c'est de faire des tours de magie, et en magie, souvent, on va prendre en otage le conteur d'histoire. Si vous voulez, je sais pas si on a le temps. On a le temps, je vais vous faire un petit tour. J'ai ici avec moi un Rubik's Cube, et je vais déposer le micro une seconde, parce que j'ai pas envie de me planter. Si je me plante, soyez clément. Tout le monde peut m'entendre pendant... Donc j'ai un Rubik's Cube, c'est un Rubik's Cube normal, je vais le mélanger. Et je ne sais pas si vous savez, mais un Rubik's Cube a 43 quintillions de combinaisons possibles, donc 43 et plein de zéros. Donc une fois qu'il est mélangé, c'est assez compliqué à remettre en place. Mais j'ai un sac qui est un sac magique, qui fait que si je prends mon Rubik's Cube et je le mets dans mon sac, ce qui se passe est assez impressionnant. C'est que je prends mon cube. Bah, peut-être qu'il y a un autre. De toute façon, si je mets mon cube dans le sac et je mélange, vous l'entendez? Et résolu. Merci beaucoup. Merci. Et là, votre compteur d'histoire vous dit que il y a un deuxième, mais il n'y a pas vraiment un deuxième. Genre, il y a juste un seul. Vous regardez. Et là, votre compteur d'histoire vous dit que il y a un faux fond. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un super sac qui est sur les côtés. Pas vraiment un deuxième cube. Et à chaque fois, votre cerveau raconte une histoire, après vous la mettez à jour. Vous racontez une histoire. En fait, j'ai pas de vie, je m'entraîne beaucoup. Et si vous voulez voir, regardez, je vais le remélanger. Je mélange le cube. Vous pouvez me dire stop quand vous voulez, ça va pas changer grand-chose. Est-ce que quelqu'un peut dire stop s'il vous plaît? Regardez, donc je prends le cube. Regardez, je vais faire ça assez vite. Donc je prends le cube, je le fais passer sous le siège. Et là, je pense pas qu'il y a un deuxième cube que j'ai planté ici là. Mais c'est juste pour montrer qu'on est tout le temps en train de faire des suppositions sur le monde, et après de confronter ces suppositions réelles. On est tout le temps en train de les mettre à jour, Et si ces histoires qu'on se raconte sont là aussi conditionnées par notre culture, par nos a priori, par nos... Et ça impacte beaucoup comment on interagit avec le monde. Dans un cadre d'un tour de magie, c'est drôle, parce qu'il y a une sorte de contrat implicite que je vais essayer de vous berner, vous allez essayer de vous prendre au jeu. Mais dans la vraie vie, si moi je m'attends à ce que quelqu'un fasse quelque chose, et après je viens et il a fait le contraire, c'est pas très agréable. Sauf quand c'est une surprise. Et dans ce cas-là, on est content. Et donc ces allers-retours entre notre compteur d'histoire, notre perception et le monde qui est ambigu, jouent un grand rôle dans comment le monde nous impacte. Donc on a jusqu'à maintenant deux blocs de nos interactions avec le monde. Notre premier, c'est l'ambiguïté, on l'a réduit. La deuxième, c'est qu'une fois qu'on a réduit l'ambiguïté, on se raconte une histoire. Et la troisième, c'est qu'on doit prendre une décision. Et quand on prend une décision, on utilise un mécanisme qu'on appelle des heuristiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Alors les heuristiques, c'est une manière approximative de résoudre un problème, mais qui marche relativement bien. Par exemple, imaginez que moi j'ai un problème, je veux jeter ce stylo et le rattraper. Ce que je viens de faire, c'est une opération heuristique, dans le sens où mon cerveau ne calcule pas l'angle d'attaque, la force, etc. Il fait ça à la louche, et ça marche relativement bien. Si vous regardez, je suis incapable de jeter le stylo, et là mon heuristique, je suis incapable de jeter le stylo deux fois de la même manière, parce qu'on n'est pas précis. Quand vous faites la cuisine, vous utilisez des heuristiques. Avant-hier, j'ai cuisiné des spaghettis tomates basilic. Je n'ai pas calculé au gramme près combien de tomates je vais mettre, combien de feuilles de basilic je vais mettre, combien de pâtes, etc. Je fais ça à la louche et ça marche relativement bien. Le problème, c'est que ces heuristiques, on ne les utilise pas seulement pour le déplacement du corps. Si je fais ça, c'est une heuristique. Ce que je me suis déjà connu plein de fois quand j'étais petit et j'ai appris. Si vous avez des enfants, vous pouvez voir leur modèle heuristique en train de s'améliorer. Un enfant qui commence à manger ne visse pas sa bouche et petit à petit, il y arrive à l'âge adulte.
C'est la même chose pour le penser. Par exemple, pour montrer combien on est automatique, on est rapide, mais on peut se tromper. Il faut regarder cette diapo, je ne sais pas si ça se voit. Et le but du jeu, je veux que tout le monde essaye de participer, je veux que vous lisiez ces mots, mais je ne veux pas que vous lisiez le mot, je veux que vous lisiez la couleur de la police. Donc si je fais par exemple la dernière ligne, il faut lire rouge, jaune, bleu, jaune, rouge. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire à haute voix, tous ensemble? C'est pas grave s'il y a la voix. C'est ça que vous voulez, juste choisissez. Je veux juste que vous ressentiez l'effort nécessaire. Où ça vous coûte. Ça coûte une force. Cette force, c'est votre cerveau qui essaie d'inhiber vos heuristiques. D'inhiber ce fonctionnement rapide. Si je veux. Et maintenant, si vous pouvez essayer de lire le mot. Donc, essayez de lire le mot, vous allez voir combien c'est plus rapide. Et combien il n'y a pas d'effort. Je peux dire vert, bleu, rouge, vert, bleu. Et ça me coûte que ça pas grand-chose parce que, heuristiquement, on est beaucoup plus habitué à lire les mots qu'à lire la couleur de la police. Déjà, la police est souvent noire, donc on se prend pas. Dans heuristique, il y a tic. Dans Heuristique, au final, quand on décortique le mot, ça veut dire. heuristique, tic, c'est comme. Quand vous faites le balancement, ça fait comme un tic. Ah oui, on peut voir le tic de l'heuristique, mais le mot, ça veut dire pas tout à fait vrai. Je pense. Je ne suis pas certain. C'est heuristique. Et donc on a besoin d'intégrer plein de choses pour que ce fonctionnement approximatif fonctionne. J'ai une vidéo, mais j'ai pas de son, donc c'est pas très grave. C'est une vidéo, je pourrais vous envoyer la présentation. C'est une vidéo où, au début, on entend quelqu'un parler dans une foule, et on comprend pas ce qu'elle dit, puis on voit juste ses lèvres, et on comprend pas ce qu'il dit, et quand on combine la voix et la vidéo, là on l'entend, c'est hyper clair. Parce qu'on est tout le temps en train d'essayer d'approximer ce qui doit se passer. Et donc on fonctionne de cette manière approximative, et plusieurs facteurs modulent ces heuristiques. Et on va voir aujourd'hui deux facteurs qui modulent. Donc il y a plusieurs facteurs qui modulent nos heuristiques. Il y a nos habitudes. Un des plus grands facteurs qui modulent nos heuristiques, c'est le stress. L'Union européenne dépense chaque année 640 milliards d'euros sur les troubles liés au stress, le burn-out, le stress au travail, le stress pour le loyer, pour les impôts, etc. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça parce que le but, c'est de voir ces heuristiques qui sont liés aux fake news. Et donc, on va voir deux qui sont peut-être les deux facteurs principaux liés aux fake news, en plus du stress. Mais je me suis dit, je vais faire un peu original. Le premier s'appelle le raisonnement motivé. Et pour comprendre le raisonnement motivé, je vais vous montrer une image. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Un patchwork, des taches. Il y a un chat, un fantôme. Et en gros, ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train d'essayer de voir ce qu'il y a. Votre cerveau, et c'est normal parce que c'est ambigu, votre cerveau est en train de prendre des choses qu'il connaît déjà. Il est en train d'essayer de les faire rentrer là-dedans. C'est ce qu'on fait quand on voit des figures dans les nuages, quand on voit des visages dans le marc du café, etc. La vraie image, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si je fais ça, petit à petit, vous pouvez commencer à voir le serpent dans ce qui, à quelques fractions de secondes, c'était juste des taches, ou un patchwork, ou un lapin, ou un chat, ou des algues. Et donc, cette capacité à être motivé dans notre perception, on peut la faire pour notre raisonnement. En gros, c'est comme si on a deux manières de raisonner. On peut soit raisonner comme un détective, je suis les preuves et j'arrive à une conclusion, soit on peut raisonner comme un avocat. J'ai mon client, je veux le défendre, et je vais m'arranger pour réorganiser la réalité, pour avoir raison. Quand on fonctionne plus comme un avocat, c'est ce qu'on appelle un raisonnement motivé. C'est-à-dire que je décide à l'avance où je veux arriver dans mon opinion. Une des études les plus connues sur le raisonnement motivé, c'est celle-ci. C'est un groupe de chercheurs pendant les élections présidentielles américaines de 2004. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la politique américaine, il y avait deux candidats, John Kerry, qui était le candidat des démocrates, donc c'est l'idée ici, et George Bush, qui était le candidat des républicains. Et ces chercheurs ont recruté des personnes partisanes, donc des personnes encartées dans le Parti démocrate et dans le Parti républicain. Ils leur ont montré trois vidéos successives. La première, c'est George Bush qui dit quelque chose, puis George Bush qui se contredit. La deuxième, c'est John Kerry qui dit quelque chose et John Kerry qui se contredit. Trouver des politiciens qui se contredisent, c'est pas très difficile. Et la troisième, c'est des personnalités neutres qui se contredisent. Donc, des stars, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses.
Et ils leur ont demandé combien est-ce que c'est grave. Au final, si quelqu'un se contredit, combien c'est grave. Et ce qu'ils ont remarqué, et je pense que ça ne va pas vous surprendre, c'est que quand on montre des contradictions de George Bush, les gens qui sont dans son parti, les républicains, ils disent ça va, c'est pas très grave. Tout le monde se contredit, il est en train de montrer qu'il peut changer d'avis, de toute façon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais quand on le montre aux démocrates, donc ça c'est le candidat qui n'est pas de leur camp, c'est oh mon Dieu, on ne peut pas avoir en président de la République quelqu'un qui n'a pas de principe, qui change d'avis, c'est une girouette, c'est n'importe quoi. Quand on montre les contradictions de John Kerry, donc le candidat démocrate, les démocrates, ils sont genre, c'est pas très grave, ça va, on se contredit, il fait preuve de grandeur d'esprit parce qu'il change d'avis. Et quand on montre aux républicains, c'est oh mon Dieu, c'est la fin du monde, on ne peut pas avoir un John Kerry comme président de la République. Et quand on montre les contradictions de personnalité neutre, les deux s'en foutent de la même manière. Ce qui se passe ici, c'est ce qu'on appelle un raisonnement motivé, c'est-à-dire les démocrates ont envie de gagner, donc ils vont donner un sens, se raconter une histoire, que se contredire quand c'est George Bush, c'est très grave, mais John Kerry, c'est pas la même chose. Et les républicains font le contraire. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce papier, cet article, si vous lisez l'anglais, c'est une étude en IRM fonctionnel, parce que cette équipe, et pourquoi je vous montre cette étude, c'est parce que cette équipe était la première équipe qui a montré que quand on raisonne de manière motivée, on utilise des circuits neuronaux qualitativement distincts que quand on réfléchit de manière froide. Vous allez mobiliser d'autres régions de votre cerveau quand vous êtes attaché à un enjeu pour que le cerveau puisse réorganiser l'ambiguïté du réel, les histoires qu'il vous raconte, de telle manière à avoir raison. Le raisonnement motivé n'a pas juste des implications politiques, ça a des implications aussi, par exemple, dans la vie d'entreprise. Plusieurs entreprises ont coulé parce que leur comité de direction, leur comité exécutif ou leurs actionnaires avaient des raisonnements motivés. Est-ce qu'il y a des boîtes qui vous viennent comme ça en tête qui ont pu disparaître à cause de ça? Il y a 2 grandes boîtes sur les dernières 20 ans qui ont disparu parce que leur direction était vraiment dans un raisonnement motivé. Ils ont refusé de voir le réel. Kodak et BlackBerry, par exemple. Kodak, c'était parmi les premiers à faire de la recherche sur la photographie digitale. Leurs actionnaires ne voulaient pas perdre l'argent qu'ils faisaient avec les pellicules. Et du coup, ils ont réorganisé le réel en se racontant des histoires en mode personne ne va jamais vouloir accepter de voir, je sais pas, les photos. Une grand-mère ne va pas voir les photos de son petit-fils sur un écran. Elle veut toucher la photo. Il y a l'attachement personnel à se raconter des histoires comme ça pour ne pas accepter le réel que la photographie digitale est en train de gagner du terrain. Ils ont arrêté leur recherche sur le sujet, ils ont coulé. BlackBerry, la même chose. Steve Jobs arrive et dit, ben voilà, un petit engin qui s'appelle l'iPhone, et vous pouvez trouver des interviews sur Internet des dirigeants de BlackBerry qui en rigolent, qui se racontent des histoires en disant, nous, nos clients, c'est des gens sérieux, il fallait un clavier, c'est des entreprises, ce truc d'iPhone, c'est pour les ados, c'est un gadget, personne ne va jamais l'utiliser, et on sait très bien comment l'histoire s'est finie. Mais on peut aussi avoir des raisonnements motivés nous-mêmes sur notre couple, sur nos enfants, sur nos parents, sur notre parti politique, sur notre vie. Mais c'est important de se méfier un peu de soi-même quand on est trop attaché à quelque chose. Plus vous êtes attaché à quelque chose, et plus il y a un risque de réorganiser la réalité pour ne pas devoir reconnaître qu'on a tort. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur s'appelle l'illusion de connaissance. Et l'illusion de connaissance, c'est croire qu'on sait quelque chose qu'on ne sait pas. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, on est une sorte de fabrique à l'illusion de connaissance. Parce qu'on a donné l'impression à tout le monde qu'on peut tout comprendre très vite. Et le problème, c'est que la connaissance suit un peu un graphe qui ressemble à ça. Avec très très peu de connaissances, on a un facteur de confiance très important dans notre opinion. On appelle ça affectueusement le sommet du monde stupide. Parce que c'est quoi, non, vraiment, c'est quoi être stupide? Être stupide, c'est avoir un décalage énorme entre ce que je crois que je sais et ce que je sais vraiment. C'est tout. Quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas peut apprendre. Mais si moi je suis convaincu que je sais comment on fabrique les bouteilles d'eau, alors que j'en sais rien, mais je suis convaincu parce que mon cerveau peut me raconter cette histoire, je ne vais même pas essayer d'apprendre, vu que je sais déjà. Vous n'essayez pas d'apprendre quelque chose que vous connaissez déjà. Et ce n'est qu'en continuant malheureusement à apprendre qu'on commence à prendre conscience de combien on ne sait rien, et on tombe dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir, où là vous avez une perte de confiance totale en vous disant en fait je suis nul. Et c'est là que le vrai apprentissage commence. Et malheureusement aujourd'hui, avec les conférences TED, les conférences inspirantes, les conférences un peu comme ce que je suis en train de faire, on peut donner à l'impression à tout le monde qu'on a tout compris. C'est pour ça que moi c'est très important qu'à la fin de ma conférence, vous n'ayez pas tout compris. Si vous avez l'impression que vous avez tout compris, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail. J'aime bien quand les gens sont un peu désespérés après, je suis psychologue, donc ça nourrit mon cabinet. Déjà, c'est désespéré. Parce que, quand vous disiez tout à l'heure, pour le
l'œil gauche. Pour les patients squelettiques, oui, bien sûr, on lui cache l'œil et on lui montre juste une image. Mais ça marche juste avec eux parce qu'ils ont le corps calleux qui est coupé. Hein. C'est genre, si moi je fais ça, je commence pas à inventer des histoires. Parce que moi, j'ai mes deux hémisphères qui sont encore connectés. En tout cas, je crois. Peut-être que je confabule. Je ne sais pas. Et donc, avec des conférences net, tout ça, on a donné l'illusion à tout le monde qu'on peut tout comprendre. Souvent, je suis à des apéros ou à des soirées avec des potes, hein, pas avec des gens qui ne sont pas. Chez moi, probablement, je suis coupable de ça aussi. On l'est tous. Et on va parler au début d'intelligence artificielle, puis de vaccination et de médicaments psychotropes. Puis on va passer à la politique au Venezuela. Après, on va faire un passage par les OGM, tourner, faire un virage sur les taux de chômage, on va résoudre ça, et finir sur la paix au Moyen-Orient. Chaque sujet a besoin de genre 20 ans d'études pour le maîtriser, mais on en parle comme si on était tous experts. Moi, je suis tout le temps épaté par les politiciens à la télé quand ils font genre les exercices du genre grand oral. Ils ont des thématiques. On commençait politique, écologie, politique extérieure, le Soudan, la Libye, la Bitcoin, l'intelligence artificielle, les téléphones à table en mangeant. Et je me dis, quand est-ce qu'il y a eu le temps d'apprendre tout ça? Moi, ça fait 15 ans que je suis sur un sujet, et je commence à me dire que peut-être que ma marge d'erreur, je l'ai réduite de 2%, et eux, ils sont dans une sorte de... On a compris très vite. Et ça cause aussi des ravages, comme par exemple les personnes qui ne vaccinent plus et qui ont une remontée de maladies qu'on avait soi-disant éradiquées, qui reviennent. Et donc aujourd'hui, le plus grand danger n'est pas l'ignorance. On n'a pas un problème d'ignorance dans le monde, on a un problème d'illusion de connaissance. On croit qu'on sait très vite. Très vite. Des fois, je suis avec des amis ou d'amis, ils me posent une question sur le cerveau, et je suis encore en train de commencer à expliquer une idée qui, moi déjà, j'ai du mal pour l'expliquer de manière qui soit claire, compréhensible, sans compromettre la complexité. La personne en face commence à me corriger. Alors qu'il y a une minute, elle ne connaissait pas le sujet, elle ne connaissait pas la notion. Et c'est très commun, et probablement moi aussi je le fais. Hein. On le fait tous, encore une fois, c'est important de ne pas croire qu'on est meilleur que les autres. Est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure de fausses corrélations. Ouais. Est-ce que le fait justement de croire à une fausse corrélation, c'est une illusion de connaissance? Bien sûr. Il y a plein de sujets comme ça où il y a certaines personnes même qui me disent, ah, vous les scientifiques, vous êtes vraiment genre presque chiant parce que vous voulez vous assurer que les choses sont vraiment vraies. Alors qu'il y a des sujets où la science n'a rien à dire. Hein. Moi, j'ai fait une conférence, je travaille beaucoup avec des philosophes. Il y a un philosophe avec qui je travaille souvent qui s'appelle Charles Pépin, je sais pas si vous le connaissez. Il a écrit un livre sur les vertus de l'échec, la confiance en soi. Et la dernière fois, on a fait un débat. Et le thème du débat, c'était la science est-elle le chemin vers la vérité? Et moi, je défendais le non. Parce que je suis scientifique, donc je sais que la science n'est pas un moyen pour accéder à la vérité. Le rôle de la science, c'est d'éliminer l'erreur. Pas de dire ce qui est vrai, mais de dire ce qui est faux. Et c'est très différent. Et c'est pour ça qu'on change d'avis souvent aussi. Parce qu'on réalise que c'est faux. Et c'est pour ça qu'on s'appelle chercheur, pas trouveur. Parce qu'on cherche beaucoup plus qu'on trouve. Et donc, effectivement, par exemple, les fausses corrélations peuvent être des sujets d'illusion de connaissance. Et pour tomber dans une fausse corrélation, il faut croire qu'on sait. Comme la saignée. La saignée, pendant des millénaires, on était tous en illusion de connaissance. Que c'est normal. Je suis malade, je sors la maladie. Il faut être bête pour ne pas la comprendre, l'idée. Sauf que c'est beaucoup plus complexe et donc on ne réalise pas combien c'est absurde jusqu'à ce que le jour où Pasteur a découvert qu'il y avait des microbes, qu'il y avait des bactéries. Et avant ça, on pensait que c'était des humains, on a cru à tout et n'importe quoi parce qu'on ne se demandait pas comment ça marche. Et donc, pour récapituler tout ce qu'on a vu, le monde est ambigu, on le stabilise, puis on se raconte une histoire pour lui donner un sens qui soit cohérent avec qui on croit connaître, et puis on prend une décision approximative en croyant qu'elle est précise, et plusieurs facteurs peuvent influencer ces mécanismes d'acquisition de connaissances, de réduction de l'ambiguïté, d'histoire qu'on se raconte et de décision. Et on en a vu deux. Le raisonnement motivé, qui fait qu'on réorganise la réalité pour se dire qu'on a raison, et l'illusion de connaissance, qui à partir de très peu d'informations, on se dit qu'on a tout compris. Ces deux facteurs sont parmi les facteurs principaux qui peuvent expliquer ce qu'on appelle les fake news. Et donc la première chose que je veux vous expliquer, que je veux que vous gardez en tête, qui est très important pour moi, c'est que les fake news, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Si vous êtes intelligent, vous n'êtes pas plus à l'abri ou moins à l'abri de tomber dans les fake news que quelqu'un que vous considérez bête. Les fake news, c'est plutôt, ça prend en otage votre compteur d'histoire pour vous donner des histoires avec lesquelles vous êtes déjà d'accord. Bon, par exemple,
Si je viens et je fais une conférence et j'ai l'air d'être sérieux et de m'y connaître, et je vous montre une image du Figaro qui dit les internautes qui considèrent que les fake news ont un fort impact, ont un fort impact, sont plus susceptibles d'y croire, 3 fois plus susceptibles d'y croire, vous allez le croire. Sauf que cet article n'existe pas, c'est une fake news, je l'ai inventé pour la conférence, pour vous montrer combien c'est facile, en disant quelque chose, de vous dire que c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Donc, une fake news a l'air d'être une vraie news. Il n'y a pas il n'y a pas des mots écrits en grand ou quelque chose. On ne peut pas savoir jusqu'à ce qu'on vérifie. Rien avec l'intelligence. Par contre, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup aujourd'hui. Et ça, c'est des titres réels, c'est pas moi qui les ai inventés. Les ministres, etc., à tel point que ça a donné lieu à une loi, le 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information. C'est une réelle préoccupation, surtout pour les réseaux sociaux et les médias en ligne. Ça a un impact aussi bien sur le point de vue individuel, comme par exemple avec les vaccins, que sociétal, comme lors des élections, ou économique. Parce que vous allez voir, il y a plein de fake news qui sont inventées juste pour des considérations économiques. Pas toutes les fake news sont idéologiques. Les risques principaux, c'est que si on n'a plus un socle commun de réalité, si chacun de nous peut s'informer à partir d'une source qui invente la réalité qu'on veut, ça polarise les opinions, et quand on polarise les opinions, une démocratie, en fait, ça fonctionne sur un principe très simple. Ça fonctionne sur un principe que la majorité, souvent, va être d'accord sur des sujets, et d'accord sur des sujets de manière relativement raisonnable. Quand chacun peut inventer sa réalité, la majorité n'existe quasiment plus, et donc on peut voir les extrêmes qui deviennent de plus en plus fortes. Et quand je dis des extrêmes, ce n'est pas des extrêmes politiques, c'est les opinions les plus extrêmes. Souvent, les opinions les plus extrêmes sont dans le spectre politique extrême, mais ça peut être des extrêmes, surtout et n'importe quoi, pas nécessairement sur les sujets auxquels on pense. Et donc, ça crée une ségrégation idéologique. Les défis, c'est comment les détecter alors qu'elles ressemblent à une news normale, et les combattre. Et les moyens, est-ce qu'on passe par des moyens humains, donc est-ce qu'on fait de l'enseignement, de l'éducation, raisonnement critique, ou par des moyens technologiques? On demande à Facebook, à Twitter, à Google de s'occuper de ça, ou de développer des logiciels qui peuvent détecter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile. Peut-être le plus simple, c'est de commencer par définir c'est quoi une fake news. Donc le mot français de l'Académie de France a décidé d'appeler ça une infox, de information et toxique, comme un tox, une infox. C'est un mot qui a été développé en 2016 par Donald Trump et son équipe. Mais ce n'est pas un concept qui est nouveau. Ça existe depuis longtemps, les bobards, les boniments, les comptes vérités, les mensonges. J'ai même trouvé des fake news du temps de Cléopâtre. Et la différence entre aujourd'hui et la propagande, par exemple, c'est que la différence, c'est que les fake news se propagent aujourd'hui à travers nos cercles sociaux. Donc si à l'époque, je ne sais pas, l'Union soviétique veut faire une campagne de propagande sur les joies de vivre dans l'Union, je sais que c'est le parti soviétique qui est en train de créer le truc, et donc je peux m'en méfier. Aujourd'hui, je suis en train de naviguer sur Facebook, et mon meilleur ami partage un article qui dit « Buvez un jus de citron tous les soirs avant de vous coucher, ça a des bienfaits énormes pour la digestion ». Ben, j'y crois. Parce que je me dis, c'est mon cousin, c'est pas genre un lobby qui essaie de me manipuler. Donc, la première différence, c'est vraiment la manière dont elle entre. Et surtout, c'est une information saillante, intentionnellement fausse, qui est fabriquée pour tromper et surtout se propager. Une fake news se propage 6 fois plus vite qu'une news normale. Elle est souvent liée à des informations politiques, mais aujourd'hui, on est en train de voir de plus en plus d'informations liées aussi à la santé, pas seulement à la politique. Il y a plusieurs catégories. Il y a des catégories de fake news où on dit que c'est des fake news. Donc, c'est des sites de satire, comme le Gorafi, pour ceux qui connaissent, ou WordPress en Belgique. Ça peut être des parodies de news aussi, mais ça peut être aussi de la fabrication pour de la manipulation. Donc, ça peut être une fabrication idéologique pour essayer de manipuler l'opinion publique. La motivation peut être duelle. La première motivation, elle est souvent idéologique. Donc, par exemple, moi, je suis contre les OGM, et je remarque que mon entourage commence à dire que les OGM, c'est pas si grave. Je vais aller inventer une recherche ou traficoter des données pour montrer que, je sais pas, quelqu'un est devenu autiste après avoir mangé un indice transgénique. Mais elle peut être aussi financière. Par exemple, buvez un jus de citron tous les soirs pour votre système digestif, ça ramène du clic, et donc ça ramène de l'argent. Il y a des sites entiers qui sont dédiés à des fake news de santé. Il y a par exemple un site qui s'appelle Santé Plus Mag, je ne sais pas si vous connaissez, mais tout le site, c'est que des articles de remèdes géniaux et miracles, qui est complètement faux, mais qui leur rapporte des tonnes d'argent à travers les clics.
Est-ce que c'est annoncé clairement que c'est faux? Pour quel site? Le Gorafi? Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de l'autre. Nord-Presse? Oui, oui, bien sûr. Il y a Nord-Presse, il y a le Gorafi, il y a The Onion aux États-Unis. C'est des sites où c'est écrit genre noir sur blanc, c'est des sites de parodie. Ce qui n'empêche pas, des fois, des gens de tomber dans le panneau. Par exemple, Nadine Morano, elle a partagé sur Twitter une fois un article du Gorafi en s'indignant, disant c'est inacceptable, regardez, etc. Et l'article venait d'un site que tout le monde connaît comme faux. Mais elle était tellement dans un raisonnement motivé, ça allait tellement dans son sens, alors qu'elle est députée. Elle se dit, bon, je partage. Pourquoi pas? Et donc, pourquoi est-ce qu'on tombe dans le panneau? Pour deux raisons. La première raison, je vous l'ai déjà montré, c'est le raisonnement motivé. Si j'ai une nouvelle qui va dans le sens de quelque chose que je crois déjà, j'ai aucune raison de m'en méfier. Si par exemple, vous êtes contre les vaccins, vous voyez un article qui dit les vaccins c'est mauvais, vous le partagez sans vous en méfier. Par contre, si vous êtes contre les vaccins et vous voyez un article qui sort et qui dit les vaccins c'est quelque chose d'hyper pas nocif du tout, sans danger, etc. Là, vous allez lire chaque mot, essayer de trouver la petite bête pour dire ah voilà, j'ai vu. C'est eux qui le financent et eux c'est des pourris, donc cet article n'est pas bon. On met beaucoup plus d'efforts à trouver la paille dans l'œil de notre voisin que la poutre dans notre œil, et c'est hyper vrai pour les fake news. Et la deuxième raison de pourquoi les fake news, ça marche, ça n'a rien à voir, ça s'appelle la flemmardise intellectuelle. C'est des sujets avec lesquels je n'ai pas très motivé, mais qui souvent m'indignent. Par exemple, je ne sais pas, Jennifer a porté une robe à 50 000 € à un dernier épisode de The Voice. On n'a pas de raisonnement motivé. Je ne pense pas que quelqu'un, pour lui, c'est très, très, très important dans sa vie, la robe que porte Jennifer. Mais si moi, je pense qu'il y a beaucoup trop d'abus dans la société, je vais m'indigner, je vais partager. Et peut-être c'est pas vrai. J'ai aucune idée, je viens d'inventer ce truc de 50 000 €. Mais c'est juste pour donner un exemple de sujets qui n'ont pas beaucoup d'impact, mais qui sont partagés, parce que ça nous coûte d'aller vérifier et on s'en fout. On va se dire que ça ne peut pas faire de mal. Par exemple, le truc sur le citron, beaucoup de gens partagent. J'ai une tante, elle est obsédée par les trucs. Elle et son mari, d'ailleurs, je viens de remarquer son mari. C'est hyper bien. Ils sont tout le temps en train de partager sur Facebook des articles genre mettez du café dans votre oreille, ça vous aide pour votre mal de dos. Des trucs clairement qui n'ont aucun sens. Et je l'ai vu récemment et je lui ai dit, genre pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle me dit, ça peut peut-être aider quelqu'un. C'est tout, c'est vraiment de la flemmardise intellectuelle, parce que elle se dit, dans le doute, pourquoi pas? Et donc il y a ces deux familles, c'est important. Oui, c'est vrai, parce que c'est un nom fertilisant. J'espère que je fais une fake news. Et donc il y a une attractivité aussi cognitive des fake news, il y a une attractivité de l'infox. La première, c'est que c'est souvent un truc de danger, de complot. Il y a quelque chose qu'on nous cache. Et on aime bien savoir quand il y a des trucs qui nous sont cachés. Mais souvent, c'est une information hyper simple, hyper basique, hyper intuitive, mais on va cacher la simplicité de l'infox sous des couches de complexité. Donc on va dire, il y a un gouvernement, ou bien il y a les Illuminati qui gouvernent la société, et après on va commencer à dire, ouais, mais ils communiquent en faisant des triangles dans les clips de musique vidéo, ou bien sur le billet de 1 $, ils ont mis leur pyramide, etc. On va commencer à s'inventer comme ça une histoire derrière un truc hyper simple qui nous évite de prendre en compte la complexité du monde, au lieu de casser la tête avec la géopolitique mondiale, les gens qui sont contents, les gens qui ne sont pas contents, les gens qui manipulent, les gens qui ne manipulent pas. On se dit, il y a un groupe obscur qui dirige le monde. C'est quelque chose qui a fasciné l'humanité depuis longtemps. Il y a eu les Templiers, il y a eu les francs-maçons, il y a eu il y a plein de livres fascinants sur les sociétés secrètes et combien elles fascinent l'inconscient collectif. Donc c'est souvent une information simple et intuitive à des problèmes complexes ou à des faits invraisemblables. Par exemple, quand Notre-Dame a brûlé, c'est invraisemblable. Moi j'étais en choc quand il y avait encore le feu, et j'étais pas loin en plus, donc j'ai vu que la fumée verte qui sort de l'île de la Cité, et je me disais qu'est-ce qui se passe, c'est complètement invraisemblable. L'église était encore en train de brûler, on ne savait même pas encore si elle allait pouvoir être sauvée ou si elle va s'effondrer. Il y avait déjà des personnes qui avaient trouvé l'explication au feu. Certains disaient c'est le président de la République parce qu'il ne peut pas parler à la télé. Alors j'ai à passer le bac, donc je décide de foutre le feu à toute la rue pour pas passer mon bac. D'autres disaient c'est les gilets jaunes pour montrer à Macron qu'ils peuvent l'empêcher de parler. D'autres c'est des musulmans parce que c'est la semaine de Pâques.
D'autres, il y a même un curé que j'ai vu qui disait c'est Dieu pour rappeler le regard vers lui. Genre, exactement, oh mon Dieu, c'est le cas de dire. Et tout ça, et le feu était encore en train de brûler. Un fait invraisemblable, une information hyper simple, qui soit acceptable pour un raisonnement motivé. Donc, si moi je crois que tous les musulmans c'est des terroristes, ça me convient. Si moi je suis anti-Macron, ça me convient. Si moi je suis anti-gilet jaune, ça me convient. Si moi je suis hyper croyant, ça me convient. Tout me convient. Ça va marcher pour tout le monde et donc ça va polariser à nouveau les opinions. Et c'est souvent caché sous des couches de on cache quelque chose. Un exemple, c'est la même chose, c'est pour les opinions anti-vaccins. Donc vous allez voir des titres comme, voilà, ça c'est Alternative Santé, c'est un autre site où quasiment tout est faux, fausse protection, vrai danger, des mensonges dans un débat légitime, et il y a souvent des arguments qui tiennent absolument pas la route, qui sont un peu comme de la saignée. Par exemple, les effets secondaires sont nombreux. Ah oui, on est en train de rendre malades des gens pour les protéger, c'est normal qu'il y ait des effets secondaires. Ou par exemple, il y a des aluminium, et c'est un truc de dingue qui est de l'aluminium, alors qu'on boit de l'acide dans le coca tous les jours, et personne ne peut se demander. Et il y a plusieurs mécanismes qui sous-tendent ces opinions. Par exemple, il y a des biais de confirmation. Si je tape sur Google, et j'ai essayé ça, danger vaccin, je vais tomber, même sur un article, il faut vraiment le faire, il y a un site, le site s'appelle Initiative Citoyenne, vaccin, l'OMS avoue qu'elle met la santé du monde en danger. Il y a un monsieur de l'OMS qui a fait une conférence de presse, qui a dit devant les journalistes, qui a dit bonjour, je suis l'OMS, et en fait, je suis en train de vous empoisonner. Passez une bonne journée, au revoir, merci. Et donc, on va juste voir les résultats qui vont confirmer. Donc, ça s'appelle la biais de confirmation. On a aussi l'effet du messager. Par exemple, Jim Carrey, je ne sais pas pourquoi, il est en croisade contre les vaccins. Et donc, on se dit, Jim Carrey, il est connu, donc il est sûrement expert dans le système immunitaire humain, alors que lui, c'est un acteur. Et la disponibilité. Et ces choses, surtout sur la santé, ça prend en compte donc le stress dont on n'a pas parlé, c'est que d'un point de vue évolutionniste, notre cerveau a beaucoup de mal à ignorer les sujets qui ont une dimension de danger, de vie et de mort. On a besoin de prêter attention à ça parce que ça met en péril notre survie. Et donc, ça peut être adaptatif d'être vulnérable aux syntox. Peut-être que les fake news sont en train de prendre en otage un réflexe évolutionniste là, c'est qu'on ne peut pas ne pas prêter attention aux choses qui sont dangereuses. Notre cerveau a une sorte d'attirance pour cela. Pour finir, on va parler un peu de l'impact. On ne sait pas encore si ça a beaucoup d'impact. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un Américain sur 4 croit à une fake news. Le profil, c'est souvent des personnes qui ont plus de 65 ans, politisées. Et relativement, ça touche un peu plus les conservateurs. Parce que les personnes qui sont plus âgées ont l'habitude d'avoir leurs nouvelles de journaux. Et les journaux, souvent, ça ne ment pas. Donc, ils ne sont pas encore habitués à se dire on nous ment. Parce que le monde était moins manipulé. Parce que les moyens n'étaient pas présents, pas parce que les gens étaient plus gentils. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et surtout, les pubs semblent avoir un effet très limité. En France, ça va un peu mieux. On a une faible prévalence des Fox, mais c'est un peu le même profil qu'aux États-Unis. Et on ne sait pas vraiment encore si ça a un impact. On sait que ça occupe beaucoup de monde, mais on n'a pas encore pu prouver que c'est ça qui change, par exemple, les résultats d'une élection. Alors qu'on sait que, par exemple, il y a eu des tentatives de manipulation de l'opinion américaine pendant les élections présidentielles dernières, mais on ne sait pas si ça a vraiment eu un impact. Parce que les infox sont rarement crus et rarement mémorisés. Et c'est souvent les mêmes personnes qui les partagent. C'est des personnes hyperactives qui partagent tout le temps. On est en train d'apprendre maintenant à faire du fact-checking. Par exemple, un conseil, c'est si vous êtes sur une page Internet, au lieu de juste explorer la page verticalement, apprenez à explorer le web latéralement, c'est-à-dire j'ouvre un article et directement j'ouvre d'autres onglets et je vais vérifier si d'autres sites en parlent, si je peux trouver des informations dessus, de prendre les mots-clés et de mettre infox, vérifier, critique, etc. C'est un outil assez facile. Comprendre que très souvent, les infox ne sont pas soit vraies, soit fausses. Une fake news peut être fake à 20%, peut être fake à 30%. Beaucoup de fois, même, les fake news vont avoir une sorte de petit fond de vérité sur lequel l'argumentateur peut construire son histoire et après broder autour des choses complètement fausses. Par exemple, je vois l'exemple de la robe de Jennifer. Peut-être que Jennifer a vraiment porté une robe très chère, mais on va par exemple multiplier par 10 le montant pour avoir une réaction émotionnelle plus forte. Donc des fois, il y a quelque chose qui est vrai et on le mélange. Pour résumer donc ce qu'on a vu, on perçoit le monde qui est ambigu,
on les stabilise, on se raconte une histoire, on prend des décisions approximatives dessus. Plusieurs facteurs influencent ces mécanismes. Pour les fake news, les deux facteurs principaux sont le raisonnement motivé, l'illusion de connaissance d'un côté et de l'autre, la flemmardise intellectuelle. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les autres ont les mêmes biais que nous, et donc essayer de comprendre que chacun de nous fait ses mécanismes. Et puis on peut parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire. La première, c'est se méfier surtout de soi. Se méfier de soi-même, pas seulement des autres, et d'apprendre. Par exemple, avec mon collectif, au Kiasma, on a créé un guide de survie pendant les dernières élections présidentielles. On a appris aux personnes quelles sont les erreurs de rhétorique les plus communes dans le discours politique. C'est des choses qu'il faut apprendre. Et c'est pour ça que je milite beaucoup aussi pour des cours de raisonnement critique à partir de l'école. Parce qu'avant, on n'avait pas besoin de ces compétences. Avant les réseaux sociaux, on n'avait pas vraiment besoin. Moi, je pars chez mon médecin, il dit maintenant qu'il faut vacciner son fils. Je dis, OK. Je suis pas long, ma tante n'est pas d'accord. Je vais chez un architecte, il me dit, on va utiliser cette pierre. Je dis, OK. Je dis pas non, mon cousin m'a dit qu'il faut utiliser une autre pierre. Aujourd'hui, on a besoin d'apprendre ces choses. Donc, de les apprendre, l'attaque sur la personne, vous êtes trop jeune pour comprendre, c'est pas un argument, mon âge n'a rien à voir sur ce que je dis. La fausse dichotomie avec la tradition. Vous pouvez trouver toutes ces ressources d'ailleurs sur notre site. Pondérer nos opinions. Je ne suis pas obligé d'être pour ou contre quelque chose. Je peux dire, moi souvent, une personne me demande, je sais pas, qu'est-ce que tu penses d'un sujet, et je dis, je suis à 30% pour, à 40% contre, et à 30% indécis. J'ai une partie des fois où je suis indécis parce qu'un sujet, on ne le comprend pas très bien. Même sur des sujets sur lesquels je suis expert. Je peux vous poser des questions sur la schizophrénie. Je vais vous dire que je suis indécis sur plein de choses. C'est un trouble très complexe. On est encore en train d'essayer d'apprendre à le comprendre. On voudrait plutôt être attaché à pourquoi on a une opinion plutôt qu'à l'opinion en elle-même. Quand vous êtes attaché à votre opinion, vous avez un raisonnement beaucoup plus motivé. Si quelqu'un critique l'opinion, c'est comme si on critique vous. Vous avez ce qu'on appelle des opinions identitaires. Une critique de l'opinion est ressentie comme une attaque sur la personne. Il vaut mieux être attaché à pourquoi j'ai une opinion. Est-ce que je sais pourquoi je suis contre ou pour les OGM? Est-ce que je sais pourquoi je ne veux pas vacciner les enfants? Est-ce que je sais pourquoi j'utilise l'homéopathie? Est-ce que je sais pourquoi je crois que ma collègue ne m'aime pas? Est-ce que je sais pourquoi je crois que mon père est colérique? Ou est-ce que c'est des connaissances que j'ai construites intuitivement, mais peut-être qu'il serait bien de les vérifier? Les stratégies à adopter, prendre le temps, se fonder sur des faits quand on peut. Quand on ne peut pas, c'est pas grave, accepter le désaccord, accepter le débat. Douter surtout de soi, c'est tellement plus facile de douter des autres. On dit tout le temps, ne croyez pas ce que vous disiez sur Internet, ne croyez pas les médias, ne croyez pas les journalistes, ne croyez pas les politiciens, puis faites-vous confiance. C'est une très mauvaise idée. Moi, je préfère de loin faire confiance aux autres que faire confiance à moi. Moi, je suis expert dans 2-3 sujets. Les autres sont experts dans tout le reste. Donc, je préfère de loin faire confiance. Je ne me fais pas confiance à part sur quelques sujets très spécifiques. Sinon, ça m'intéresse, mon opinion ne m'intéresse pas. Accepter que c'est complexe, qu'on a besoin les uns des autres. Je laisse avec une citation. Qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis? Parce que c'est un peu ça, réfléchir. C'est essayer de changer d'avis. Et si les fake news vous intéressent, il y a un jeu que vous pouvez jouer en ligne où vous devez créer les fake news les plus qui ont le plus d'impact et voir combien elles se répandent vite. Et le but, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on construit une fake news pour mieux la comprendre. Merci beaucoup. Oui, oui, bien sûr, c'est un business. Il y a plein de sites maintenant sur la santé qui font que ça. Leur fond de commerce, c'est d'inventer des fake news pour avoir des clics et pour avoir de la pub et vous serez payé. Merci beaucoup, j'espère que c'était intéressant pour vous. Si vous avez des questions.